Bonsoir. Alors, on va revoir ensemble des choses que, bien sûr, vous avez dû pratiquer toute l'année, c'est-à-dire effectivement comment on construit une disserte de philo. On va prendre une sorte de checklist des pratiques, des bonnes pratiques à avoir. On est à quelques jours de l'examen, en sachant que, par exemple, les centres étrangers composé hier, le 6 juin. Tous les lycéens qui étaient dans les lycées français à l'étranger ont eu leur épreuve de philo. Il y a eu deux dissertes, donc deux sujets de disserte et un sujet d'un commentaire de texte. Le texte était Bergson, et les sujets de dissertation, il y avait un sujet qui portait sur le langage déforme-t-il la pensée, et un autre sujet qui portait sur la justice, sur le juste plutôt, c'est peut-on s'accorder sur ce qui est juste. Voilà, ça vous donne un peu la tonalité. Ce sont les sujets qui sont tombés hier dans les centres à l'étranger. Alors, on va reprendre on va dire le fil de la construction d'une copie. Moi, je reprends, c'est une présentation que je fais un peu régulièrement, c'est-à-dire on reprend la chronologie des faits. Je vais voir avec vous des choses que vous savez sûrement déjà, bien sûr, et peut-être que je vais vous expliquer des choses qui vous sembleront peut-être parfois un peu provocantes ou différentes de ce qu'on a pu vous dire. J'expliquerai pourquoi. Moi, c'est la méthode que je fais suivre à mes étudiants, parce que parfois, effectivement, je pense qu'on répète des pratiques sans forcément savoir si elles sont efficaces. Donc voilà, je me propose de voir avec vous quelles sont les précautions à prendre à quelques jours du bac de philo, alors qu'on peut encore renverser la table. C'est-à-dire que jusqu'au bout, en philo, on peut avoir un déclic. Et il y a des gens qui ont chaque année de très très bonnes surprises. Alors, on prend les choses dans l'ordre. Premier élément important, c'est celui de la découverte de l'énoncé. Et une dissertation, que ce soit une dissertation de philosophie au bac ou bien à la HEC, aujourd'hui on a nos résultats d'admissibilité de HEC, c'est d'abord un exercice de lecture. Tout se joue à la lecture. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est plutôt conduit à avoir une lecture rapide et globale des énoncés. La vie de tous les jours nous conduit à avoir une sorte d'approche générale. Par exemple, le langage déforme-t-il la pensée? On va se dire, voilà, c'est un sujet qui porte sur le langage et la pensée. Donc, est-ce qu'on pense avec des mots? Est-ce qu'on pense à travers des mots? Est-ce qu'on pense en dehors des mots? Ça, c'est une lecture globale. Sauf que le sujet, c'est le langage déforme-t-il la pensée? Et le mot important, bien sûr, c'est le mot déformé. Et tout le travail va porter sur ce mot déformé. Dans tous les énoncés, dans chaque énoncé, il y a un ou plusieurs mots clés, un ou plusieurs mots sur lesquels, effectivement, il faut s'attarder pour travailler en détail le sens. Par exemple, peut-on s'accorder sur ce qui est juste? Ce qui est très intéressant, c'est le verbe s'accorder, parce que s'accorder, donc ça renvoie à un accord presque musical. Passer un accord avec quelqu'un, ça suppose un effort. Donc, peut-on s'accorder sur ce qui est juste? Ça présuppose que, effectivement, quand tu as déterminé si quelque chose est juste ou non, ça va demander un effort. Donc, pourquoi est-ce que ça va demander un effort? En quoi c'est compliqué, effectivement, de convenir ensemble de ce que quelque chose est ou n'est pas juste? D'autre part, le sujet incite à penser, à réfléchir justement sur le juste et non pas sur la justice. C'est pas un sujet sur la justice. C'est pas peut-on s'accorder sur la justice. C'est peut-on s'accorder sur ce qui est juste. Donc c'est une qualité. Donc on est sur un jugement qui porte sur une qualité. Est-ce qu'on peut qualifier, est-ce qu'on peut s'accorder sur une qualification qui serait pour tous la même en fonction effectivement d'une action ou bien d'une situation qu'on pourrait donc évaluer comme étant juste. Voilà. Donc la première chose qu'il faut se dire, c'est que tout va se jouer au moment de la lecture de l'énoncé. Moi, quand je vois des étudiants qui se ruent, alors j'ai plus de lycéens depuis longtemps, mais c'est la même chose pour les étudiants qui passent les concours, c'est exactement la même situation. On voit des gens qui se ruent tout de suite, ils voient l'énoncé, qui commencent à tartiner des pages de brouillon, une espèce de réflexe un peu bizarre. Non, je pense que vraiment l'attitude sereine et positive, c'est on a d'abord. Vous avez 3 sujets, donc il faut en choisir un. Il ne faut pas se tromper dans le choix que vous allez faire. Il ne faut surtout pas revenir en arrière. Donc le choix va être déterminant. Il n'y a rien de plus catastrophique, je vous le dire 15 fois, que de commencer à traiter un sujet, puis au bout d'une heure, de dire non, finalement, ça ne va pas trop, je vais essayer un deuxième. Voilà. Donc il faut prendre le temps de choisir. Une fois que le choix est fait,
il est définitif, et une fois que vous avez fait le choix définitif, vous laissez en quelque sorte infuser l'énoncé dans votre conscience, et vous vous demandez, voilà, quels sont les mots importants, quels sont effectivement les implicites, les sous-entendus, pourquoi il y a ce mot, pourquoi est-ce que c'est s'accorder et non pas tomber d'accord ou être d'accord, pourquoi est-ce que effectivement c'est le verbe déformer et non pas effectivement donc trahir, le langage trahit-il la pensée, ou le langage traduit-il la pensée, le langage déforme-t-il la pensée. Ce sont des sujets qui se ressemblent, mais ce n'est pas les mêmes sujets. Et déformer, qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça vient du mot forme. Une forme déformée, c'est effectivement changer, altérer la forme initiale. Ça veut dire qu'il y a une forme qui est donnée à la pensée et que le langage va donc changer cette forme. Enfin voilà. Bon, ça, c'est le travail de réflexion sur l'énoncé. Et vraiment, c'est à ce moment-là, c'est vrai que bon, on a toujours tendance à exagérer un petit peu, surtout à la fin, si on veut emporter les gens et emporter la conviction. Mais c'est vrai que voilà, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais quand même, je crois qu'il est clair que tout se joue, vraiment tout se joue à ce moment-là. Si vous ratez les quelques premières minutes où vous allez saisir la complexité, la diversité de l'énoncé, hein, de chacun des termes de l'énoncé, eh bien, ça risque d'être compliqué pour ensuite construire la copie. Il y a beaucoup de copies, beaucoup de dissertations qui parlent du sujet, qui parlent à propos du sujet, à propos du thème, mais qui ne traitent pas précisément l'énoncé parce qu'ils ont oublié une préposition, ils ont négligé qu'il y avait un article défini, indéfini, et ou alors une polysémie. Hein, il y a certains mots qui sont employés dans ces énoncés qui ont plusieurs sens. Si vous avez, je sais pas, un sujet bateau, vraiment, avec les bras qui tombent par terre, je sais pas, l'histoire a-t-elle un sens, hein, par exemple, vraiment quelque chose qui a vraiment aucun intérêt parce que c'est très facile. Ben, le mot sens, tout le monde sait bien que le mot sens, il a plusieurs acceptions. Et donc, il faut effectivement s'arrêter sur qu'est-ce que ça signifie. Pourquoi c'est sens au sens d'orientation, ou bien sens au sens de signification. Est-ce qu'on ne peut pas lier les deux acceptions? Enfin, voilà. Donc, premier moment, c'est un moment de prise de conscience de l'épaisseur de l'énoncé. Et ça va très loin parce que souvent dans les énoncés, vous avez des questions qui sont en fait très standardisé, c'est doit-on, peut-on, faut-il, hein, vous avez déjà vu, faut-il, pour avoir des droits, faut-il en être digne, par exemple, peut-on réduire ceci à cela, bon. Peut-on, doit-on, faut-il, c'est pas la même chose. Ce sont effectivement des questions qui exigent aussi d'être prises au sérieux et d'être prises spécifiquement au sérieux. Hein, doit-on, bah, c'est l'idée de devoir. Qu'est-ce que c'est qu'un devoir? Un devoir, ça renvoie forcément à l'idée de dette. Hein. Si je dois quelque chose, c'est parce que j'ai reçu préalablement, sinon je ne dois rien. Enfin bon, bref. Donc ça, c'est la première chose. Premier élément essentiel, la lecture de l'énoncé. L'exercice est d'abord un exercice de lecture et ce sera toujours comme ça, y compris et surtout dans vos études, les années qui vont venir, si vous êtes amené à faire des dissertations de philo, il y a encore des formations où c'est quelque chose qui est essentiel. Deuxième point, premier point, la lecture. Deuxième point, le moment de la problématisation. Alors ça, c'est toujours quelque chose qui m'a fait sourire parce que le mot problématique, hein, c'est un mot que vous employez tout le temps, y compris dans d'autres matières d'autres disciplines que la philosophie. Ce mot a surgi. Alors, il n'y a pas très longtemps, je dirais il y a une vingtaine d'années, moi quand j'avais votre âge, on ne parlait pas de problématique, hein. On parlait des enjeux du sujet, de l'implicite du sujet, des sous-entendus du sujet, mais on ne parlait pas de problématique. Et maintenant, aujourd'hui, il y a le mot problématique qui surgit, c'est-à-dire il faut trouver la problématique, et vous avez vos étudiants qui vous demandent, c'est quoi la problématique? Est-ce qu'il y a une bonne base, que je ne suis pas trompé de problématique, c'est quoi? Et posons-nous sur cette question, parce que souvent là aussi il y a les raisons de l'échec, elles sont souvent dans le fait qu'on ne comprend pas exactement ce qu'on fait. En début d'année, à chaque fois qu'un étudiant me parle de la problématique, je lui demande juste 30 secondes de se poser et de me définir ce qu'on appelle une problématique. Parce que c'est vrai que c'est un mot qui fait problématique, il y a un côté je suis un penseur, là, c'est une problématique, il y a un problème. Mais c'est quoi la problématique? Qu'est-ce que tu appelles une problématique? Et très souvent, la réponse qui est donnée, elle se réduit à c'est la question du sujet. C'est une question qui permet, voilà, c'est la question qu'on doit traiter pour traiter le sujet. Et donc, en fait, souvent, dégager la problématique, ça consiste à remplacer la question du sujet par une autre question.
qu'il y a un rapport, hein, en général. En général, une question qui vous arrange davantage, qui correspond peut-être à des choses que vous avez vues en cours. Alors, c'est bizarre quand même comme chose, parce que présenter comme ça, en fait, ça peut se ramener à ça, mais présenter comme ça a de quoi déconcerter les candidats. Et je comprends qu'il y en a qui aient du mal à construire leur problématique, parce qu'on leur dit, bah, écoute, il y a une question, mais tu vois, la question qu'on te pose, par exemple, le langage déformatif, la pensée, bah, cette question-là, elle pue. On va pas la traiter. En fait, c'est pas celle-là qu'il faut traiter. Il faut traiter une autre. Mais pourquoi? Si je vous pose une question, si je vous demande quelle heure est-il, vous n'allez pas me dire, bah, écoute, ta question ne m'intéresse pas beaucoup. Je vais répondre à une autre question qui est, fait-il beau? Ça peut avoir un rapport avec l'heure, si vous voulez, mais c'est étrange quand même comme façon de voir les choses. Et évidemment, c'est pas ça la problématique. Évidemment, c'est caricatural ce que je dis. Mais en général, la plupart des candidats qui ne sont pas forcément habitués à ce genre d'exercice, ben c'est ça qu'ils retiennent. Ils disent, il y a une question qui est posée, mais c'est pas la bonne question. Il faut que je trouve la bonne question qui va me permettre d'avoir une bonne note. Et souvent, ça équivaut tout simplement à changer de sujet, à sortir du cadre du sujet, et souvent à être partiellement hors sujet. Et ça explique beaucoup de notes très, très moyennes au bac, et surtout des notes catastrophiques après dans les concours. On parle d'HEC là aujourd'hui, où il y a une disserte de philo, qui est assez sélective. Donc, qu'est-ce qu'on appelle une problématique? Alors, c'est un mot qu'on utilise aujourd'hui pour désigner ce qu'autrefois, quand j'avais votre âge, on appelait les enjeux, les sous-entendus, l'implicite. La problématique, c'est quoi? La problématique, c'est en fait ce qui est sous-entendu par l'énoncé. À chaque fois qu'il y a un énoncé, quel qu'il soit, en fait, on sous-entend plus qu'on ne dit explicitement. L'implicite est toujours au moins aussi fort que l'explicite, et la plupart du temps, il est plus fort que l'explicite. Il n'y a pas un seul énoncé qui ne soit pas travaillé par de l'implicite. Même les énoncés les plus inintéressants, par exemple, par exemple, quand on discute de la pluie et du beau temps, il n'y a pas d'implicite. Bah si, il y a un implicite, parce que si on discute de la pluie et du beau temps, c'est qu'on n'a rien d'autre à se dire. Donc l'implicite, c'est qu'on n'a rien à se dire, mais qu'on est obligé de se parler. Ça, c'est une situation implicite qui est compliquée. Et ça, pour le coup, c'est problématique. Bon, voilà. Donc, juste retenir l'idée que ce qu'on va appeler la problématique ou la problématisation, c'est quoi? C'est la recherche de tout ce qui est sous-entendu par l'énoncé. Et ici, si effectivement, on prend le sujet qui sont tombés hier, alors encore une fois, j'avais prévu d'autres choses, mais les sujets sont tout frais, il faut cuisiner avec du frais, hein, donc évitons du plat surgelé. Donc, prenons l'exemple effectivement du langage déformatif de la pensée. Il y a quand même des choses qui sont sous-entendues. La première des choses qui sont sous-entendues, c'est que il y a une relation entre le langage et la pensée, et que effectivement le langage traduit la pensée, et qu'on pense avec des mots. Mais est-ce qu'en pensant avec des mots, est-ce qu'en ne pensant qu'avec des mots, est-ce que finalement on ne trahit pas effectivement, donc ces mots-là, oui, on est déjà dans une problématisation. C'est-à-dire qu'il y a un sous-entendu. Le sous-entendu, c'est que le langage traduit la pensée, ce qui ne va pas de soi, qu'on pense avec des mots, ce que pensent les Grecs, par exemple. Hein, quand les Grecs utilisent le mot logos pour dire à la fois parole et pensée, ils disent très exactement que le langage traduit la pensée. Mais ce que le sujet veut me faire comprendre, c'est que si le langage traduit la pensée, est-ce que pour autant, il n'est pas amené à parfois le trahir? Alors quand je dis parfois, c'est là, vous voyez, on est davantage dans la problématisation, c'est-à-dire que est-ce que c'est quelque chose qui est inhérent même à la traduction par le langage de la pensée, ou est-ce que c'est occasionnel? Et si oui, à quelle occasion ça peut l'être? Est-ce que effectivement j'ai toujours les mots pour dire ce que je pense? Et vous savez bien que ce n'est pas toujours le cas, puisque vous éprouvez cela dans vos dissertations de philosophie. Lorsque vous pensez quelque chose, vous ne trouvez pas toujours les mots justes pour exprimer ce que vous pensez. Et parfois, vous exprimez quelque chose d'autre que ce que vous pensez. Vous avez donc déformé votre pensée. Voilà, là, ça y est, on est dans le sujet. On a problématisé cet énoncé, et on va pouvoir donc passer à la phase 3. La phase 3, c'est la construction du plan. Vous voyez, je lis l'énoncé, je problématise, et ensuite, je construis le plan. Alors attention, dans la problématisation, je dis je problématise, ça ne veut pas dire que je transforme forcément la question du départ en une autre question. Parce que parfois, c'est très très lourd. Je pense que vous avez déjà dû éprouver cette difficulté. On essaie de trouver une autre question, on essaie de faire rentrer dans une même formulation beaucoup de choses compliquées. Parfois, une problématisation, ça peut se développer sur 2 ou 3 questions qui se suivent, ou 2 ou 3 phrases qui se complètent, et pas forcément des questions. Ce qu'on appelle la problématisation, la problématique, c'est, là, encore une fois, ce que le sujet suggère, ce qu'il donc sous-entend, ce qu'on appelle l'implicite, et l'implicite, c'est ce qui rend possible, effectivement, le sujet. Si, en effet,
on s'interroge sur le fait que le langage puisse déformer la pensée. C'est bien parce qu'au départ, on pose que le langage et la pensée ont une relation, que le langage traduit la pensée, mais qu'on n'est pas totalement sûr que cette traduction soit toujours fiable. Voilà, et on est dans le sujet. Alors après, il y a le plan. Alors le plan, pourquoi ça ne marche pas toujours? Déjà là, on a quand même bien avancé, hein, on a lu le sujet, on a travaillé sur l'énoncé, on a dégagé une problématique, on a problématisé, on a dégagé des enjeux, on voit dans quelle direction on va pouvoir aller. Maintenant, il va falloir donc construire un plan. Alors là, il y a plusieurs problèmes, c'est un petit peu long, hein, la question du plan, parce qu'il y a plusieurs erreurs que l'expérience m'a montré que les gens commettaient. Alors il y a la première erreur qui consisterait à dire, ben voilà, on entend parfois ça, hein, c'est des conseils, moi je reçois des étudiants à bac plus 2 ou plus 3, et donc ils racontent ce qu'ils ont pu vivre dans une vie antérieure, et ils disent, ben moi on m'a dit, alors on ne sait pas très bien qui est on, alors, mais c'est le même on que moi j'ai connu quand j'étais élève, parce qu'on me disait la même chose, notamment, ben tu prends sur les 4 heures, tu prends 1 heure, et pendant 1 heure, tu jettes tes idées sur le papier, pouf pouf. C'est amusant, vous savez, les métaphores, les formules un peu naïves comme ça, elles sont toujours très révélatrices d'un dysfonctionnement. Jeter ces idées sur le papier, c'est déjà super inquiétant, hein, parce que derrière l'idée de jeter, il y a quand même une question de désordre qui est plus ou moins posée. Donc en gros, c'est voilà, j'ai 1 heure, alors peut-être quand je trouve une idée, paf, je l'écris, puis après une autre idée. Puis après. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va procéder par une sorte d'association d'idées. Et puis ensuite, on va faire en quelque sorte la gestion du stock, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai en stock, qu'est-ce que j'ai en réserve, qu'est-ce que j'ai appris à propos du sujet. Et puis tiens, j'ai appris un topo intéressant sur le langage, ça serait dommage de ne pas le refourguer, allez hop, zoup. Et donc on va avoir comme ça des idées, des références parfois qui sont sur la feuille. Et après, on va faire le plan. Alors, pour faire le plan, on va essayer de les rassembler, mettre ensemble celles qui s'assemblent, celles qui se ressemblent, celles qui ont un vague point commun. Et puis, ça va faire on va faire comme ça 3 petits paquets d'idées. Puis, ça va nous faire 3 parties. Puis après, on va essayer de trouver un lien entre les 3. Ça peut pas marcher, quoi. C'est juste catastrophique. Ça donne des copies qui partent dans tous les sens, qui sont décousues, qui ne démontrent rien, qui sont souvent très digressives, hein, avec des paragraphes qui servent à rien. Enfin voilà. Donc ça, c'est vraiment la grosse cata. Il faut jamais faire ça, mais vraiment jamais. Je sais pas comment on peut encore conseiller ce genre de choses. Mais malheureusement, ça arrive d'avoir ce type de recommandation. Ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher puisque un plan, c'est quelque chose qui est ordonné. Or, quand vous jetez vos idées sur le papier, vous êtes dans une logique du désordre, si j'ose dire. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est par association d'idées, les idées vont s'enchaîner, certaines entre elles, mais d'autres vont avoir totalement une autre relation avec celle qui précède, et ça va donner quelque chose d'assez confus, un tas d'idées, et trier le tas, ça va demander beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup de résultats à l'arrivée. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est assez compliqué, hein, cette question du plan, parce que vous allez me dire, si on ne jette pas ces idées sur le brognon et pour ensuite les trier, comment on fait? Alors d'abord, il faut avoir plusieurs repères. Le premier repère, une chose qu'il faut toujours avoir présent dans son esprit, c'est qu'une dissertation de philosophie, c'est une démonstration. C'est une démonstration argumentée, c'est un raisonnement hypothético-déductif qui s'appuie soit sur des connaissances ou qui utilise pour nourrir effectivement sa force de conviction, qui s'appuie sur des exemples, sur des illustrations. Donc, soit on argumente avec donc des idées, soit on a des exemples pour illustrer des thèses ou des idées qu'on peut lier les unes aux autres logiquement. Donc, en tout cas, c'est un raisonnement, c'est une démonstration. Hein, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas 3 parties qui n'auraient aucun rapport les unes avec les autres. Et dire que c'est une démonstration, ça veut dire que c'est aussi un cheminement. On part d'un point de départ, donc qui est l'énoncé, et on va à un point d'arrivée, qui est la réponse à la question qui est posée par l'énoncé. C'est un chemin. D'ailleurs, il y a un type pas très connu, hein, qui s'appelait René Descartes, qui a écrit quelque chose que personne ne connaît, bien sûr, c'est le discours de la méthode, et méthode, en grec, métaodos, ça veut dire le chemin vers. Et donc une méthode, c'est un chemin. Et quand on fait de la méthodologie, on essaie de se mettre en chemin. Et donc effectivement, votre pensée, elle doit cheminer. Il y a donc quelque chose qui relève de la discursivité, forcément donc du lien, de l'articulation entre les différentes étapes. Alors ça a beaucoup de conséquences. Ça veut dire que, notamment, vos parties, ainsi que vos sous-parties, voire vos paragraphes, vont devoir être liés logiquement.
connecter logiquement. Il faut des connecteurs logiques. Moi, quand je corrige une histoire de philo, si je vois pas de connecteur logique, je vois qu'il n'y a pas de plan, il n'y a pas de logique, et par conséquent, je ne mets pas la moyenne. Alors, on ne note pas de la même manière sur les concours qu'au bac, je vous rassure, mais c'est quand même une vilaine impression. Et quand je parle des connecteurs logiques, ce sont effectivement des relations logiques entre différentes idées, et pas simplement des indices de juxtaposition ou d'énumération. Par exemple, d'une part, d'autre part, enfin, ce ne sont pas des liens logiques. C'est juste la liste des commissions. C'est comme si vous écriviez 1, 2, 3 soleil. C'est la même chose. Vous n'avez rien démontré. Ou quand vous avez des gens qui commencent un paragraphe par « en outre », c'est extraordinaire en outre. En outre, ça veut dire que j'en rajoute de plus, un petit peu de rab. J'ajoute un truc de plus. Le fait d'ajouter, ça n'a jamais effectivement constitué une articulation sensée. Il vaut mieux donc subordonner, coordonner plutôt que juxtaposer et ajouter. Il y a beaucoup de copies dans lesquelles finalement les étudiants ils ajoutent des paragraphes, les empilent les uns sur les autres et ils ne cherchent jamais à les lier de manière logique en utilisant donc une relation logique, une relation de la pensée. Alors, c'est vrai qu'il y a des discours qui portent sur le plan, qui seraient un peu mécaniques, qui m'éviteraient de se poser toutes ces questions, et qui consisteraient à dire, oui, effectivement, on ne jette pas ces employés, c'est pas la peine, parce qu'il y a un plan tout fait, et qui marche à chaque fois, et il suffit d'appliquer. Et il y a, en général, il y a deux plans que parfois on voit dans les copies. Alors, je vous en proposerai un troisième. Évidemment, le but du jeu, c'est pas de dire, à mon avis, ça c'est pas bien, mais je vous laisse au revoir. Donc, je vais expliquer ce que je demande à mes étudiants de suivre comme méthode. Premier plan, type entre guillemets, c'est le plan qu'on fait semblant d'appeler dialectique. Ça veut dire un plan dialectique. Alors, on ne va pas rentrer sur le fait de ce que c'est que la dialectique. C'est compliqué, la dialectique. La dialectique, c'est une relation, effectivement, donc d'opposition, mais qui ensuite suppose un dépassement. Bon. Ça s'entend. Ce soir, M. Assayag est en train de me faire des signes bizarres. Il me dit que je ne sais pas. Voilà. Donc, non, bref. Donc voilà, donc dialectique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a donc une relation d'opposition et que cette opposition va être dépassée et permettre une troisième partie, un troisième moment, qui sera un moment qu'on appelle un moment de synthèse. Et donc vous avez des gens qui disent, voilà, un plan de philo, c'est facile, c'est thèse, antithèse, synthèse. C'est facile, oui et non, mais c'est pas si facile que ça, parce que une fois qu'on a posé une thèse, une fois qu'on a dit quelque chose, qu'on a démontré une thèse, ça vient d'un mot grec qui veut dire poser. Donc une fois qu'on a posé une thèse, c'est quand même très curieux de se dire ouais mais non, j'ai été d'accord pour ça, mais en fait non. Non, il y a quand même beaucoup de... Vous allez me dire, mais si, ça suppose qu'on a l'esprit critique, qu'on peut envisager la contradiction. Non, si vous êtes convaincu de quelque chose, vous n'êtes pas honnête si vous essayez de déconstruire la chose dont vous êtes convaincu. Ou vous êtes convaincu d'une thèse, vous n'êtes pas convaincu. C'est extrêmement rare, si vous voulez, quelqu'un qui est capable de défendre à la fois, donc, avec force et rationalité, de défendre une thèse et d'être capable de défendre l'antithèse. C'est-à-dire qu'il y a un problème de schizophrénie. C'est vraiment, je me dédouble. Je parle mon pouce. Ça fait peur un peu quand même. Et en général, c'est très malhonnête. C'est-à-dire qu'il y a forcément une des deux parties qui est avantagée par rapport à l'autre. Donc on perd du temps. Et puis c'est pas du tout très simple. C'est pas sérieux. Vous imaginez un type, vous lui demandez donc, quelle heure il est. J'en pose cet exemple formidable. Quelle heure il est? Écoute, Grandin, il est 19h30. Mais Grand 2, tu vas rire, il n'est pas 19h30. Il faut savoir, il est 19h30, il n'est pas 19h30. Et puis, Grand 3, synthèse, ça va dépendre du fuseau horaire. Je suis désolé, ce n'est pas très sérieux. Donc c'est vrai que la question d'opposer la thèse à l'antithèse, c'est un peu compliqué. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne va pas falloir nuancer. Je vous proposerai tout à l'heure quelque chose d'un peu moins mécanique. Le problème du plan dialectique, c'est que vous avez des élèves qui ont, première partie, ils défendent un point de vue, deuxième partie, ils défendent le point de vue inverse, la position inverse, et on a vraiment l'impression qu'entre les deux, il n'y a pas de conviction, il n'y a pas de pensée, quoi. On est vraiment dans une sorte d'exercice rhétorique, de souplesse plus ou moins accompli. Et puis, ce qui devient pathétique, alors, à ce moment-là, c'est la troisième partie. Parce que la synthèse, c'est quoi? Et dans ces cas-là, la synthèse, ça devient une sorte de recherche de compromis. Le plan, c'est eau chaude, eau froide, eau tiède. C'est nul, ça. Ça ne s'appelle pas une synthèse. Une synthèse, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Ça n'est pas un compromis. Ça n'est pas une sorte de juste milieu. Une synthèse, c'est un dépassement.
Et c'est très difficile de créer des dépassements dans le cadre de 4 heures de dissertation. C'est vraiment très compliqué. Il y a très peu de gens qui y arrivent. Donc c'est vrai que ce plan, il peut exister, il peut marcher dans certains cas. Il marche surtout quand on s'appelle Hegel ou Marx, mais sinon c'est compliqué. Donc moi je le déconseille fortement. Il aboutit souvent à des caricatures un peu pathétiques. Il y a un autre plan qui est encore plus déprimant, c'est le plan chronologique. Première partie les Grecs, deuxième partie les modernes, troisième partie les contemporains. Alors les Grecs, on commence, c'est normal, les Grecs, c'est des Grecs. Bon, là, ils sont un petit peu naïfs, voilà, donc c'est normal que la pensée soit bien aboutie. Alors les modernes, ils sont derrière, avec Descartes justement, ils ont la raison, donc ils sont un peu plus fous, donc permettent de progresser. Et puis à la fin, les contemporains, ils ont quand même pris le recul par rapport au rationalisme et ils sont capables de critiquer la raison. Bon. Alors, ce plan est nul, pourquoi? Parce qu'il ne démontre rien. Il est juste en train de dire qu'en effet, Aristote ne pense pas comme Descartes, qui ne pense pas comme Heidegger. J'ai envie de te dire, c'est un peu normal, parce que, un, ils ne vivent pas à la même époque, deux, ils ne parlent pas la même langue, donc ils ne pensent pas la même chose. Et comme justement, le langage déforme la pensée, ça retombe sur le sujet dont on parlait tout à l'heure. Donc bref, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que le plan historique, c'est un plan qui donne l'illusion qu'il y aurait un progrès dans la philosophie. Et que finalement, c'est le dernier qui a parlé qui a raison, ce qui est stupide. Ce qui est vraiment stupide. C'est une manifestation assez aboutie de la bêtise. Donc voilà. Donc c'est vrai que ce plan chronologique, c'est vrai qu'il est simple. Vous connaissez très bien l'histoire de la philosophie. Donc vous avez les Grecs, après vous avez les modernes, après vous avez les contemporains. Vous commencez avec Aristote ou Platon. Après il y a Descartes ou Spinoza, et puis ou Kant, et puis on finit avec Sartre. J'ai envie de vous dire que ça n'est pas très convaincant et vous ne démontrerez pas grand-chose d'autre que le fait qu'il y a une histoire de la philosophie, que par conséquent, en effet, les philosophes se répondent à travers les âges, à travers les cultures, à travers les langues, et qu'évidemment, ils ne sont pas d'accord, ce qui relève de l'évidence. Alors c'est pour ça qu'en général, moi, ce que je propose à mes étudiants, et voilà, jusqu'au concours, puisque encore une fois, ils passent les concours, là, le concours d'HEC avec un très beau sujet qui était... Donc l'épreuve du monde, c'est un sujet assez dense. À HEC, il n'y a pas de question, il faut construire soi-même la question. Ce que je propose comme type de plan des étudiants, c'est le plan qui est une adaptation du plan dialectique, évidemment, puisque on part quand même de quelque chose qu'on pose, on pose une question, il y a une thèse, donc on valide l'énoncé, oui, alors j'affirme quelque chose. Mais il y a quand même, dans ce que j'affirme, il y a quand même des faiblesses. Vous voyez, ce n'est pas l'antithèse, c'est simplement un regard critique, une inflexion critique, si vous voulez. Oui, c'est ça, mais quand même, il peut y avoir cette objection que j'intègre, et donc j'en tire les conséquences. C'est ce que j'appelle le plan oui, mais donc. Et l'intérêt de ce plan oui, mais donc, c'est qu'il marche à peu près pour tous les sujets. Il vous permet d'organiser effectivement vos idées au moment où vous faites votre brouillon. Il vous permet de les classer et sans perdre un temps fou, sans faire ces gros tas d'idées, cette espèce d'exercice pathétique où pendant 1 heure on jette ses idées sur le papier. Un jour, j'ai même un étudiant qui a dit au bout d'1 heure, s'il n'y a plus d'idées, qu'est-ce qu'on fait? S'il n'y a plus d'idées, au moins d'1 heure, au bout de 45 minutes, qu'est-ce qu'on fait? Il y a 1 heure. Si c'est 1 heure, et si c'est 45 minutes, c'est ridicule. C'est du dogmatisme puéril. Donc voilà, donc il vaut mieux éviter ça. Et je vous propose le modèle, essayez, oui, mais donc. Alors, c'est oui, mais donc, c'est le schéma frustre en termes de formulation. Ça pourrait être certes, néanmoins, dès lors. Donc, c'est une autre formulation. Et c'est vrai que ça permet aussi d'annoncer le plan. Oui, mais donc. Voilà, 3e étape, l'étape de la construction du plan. 4e étape, la question de l'introduction et de la conclusion. Il faut s'arrêter 2 secondes sur ces moments qui sont très importants, parce que c'est vrai que vous démontrez quelque chose, c'est vrai que c'est votre pensée qui est en quelque sorte mise à l'épreuve et qui est interrogée à travers cette épreuve-là, mais il n'empêche qu'une dissertation, ça reste un acte rhétorique. Et un acte rhétorique, ça veut dire c'est un acte dans lequel le langage fait sensation, fait impression, et donc tout discours, qu'il soit écrit ou qu'il soit parlé, il y a 2 moments stratégiques qui ne sont pas des moments dans lesquels il y a beaucoup de sens, mais qui sont stratégiques parce qu'ils font impression. Il y a l'accroche, l'introduction et la conclusion. Le début et la fin. Alors, l'introduction, en général, les étudiants se débrouillent bien avec l'introduction. Donc, tout le monde sait à peu près ce qu'on doit attendre dans une introduction. On attend à peu près 4 choses. Première chose, une accroche.
Une accroche, parce qu'on ne s'est pas levé ce matin en se demandant mais est-ce que le langage déforme la pensée? Non, pour que la question puisse être posée, il faut l'amener. Alors on va l'amener par une situation, on va l'amener par une anecdote, on va l'amener par une œuvre d'art, par une lecture, que sais-je. Mais c'est ce qu'on appelle l'accroche. C'est elle qui accroche deux choses, et le sujet et l'attention du correcteur. Ça peut être l'analyse d'un tableau, il y a des gens très connus qui pratiquaient ça, je pense à Foucault dans Les mots et les choses, il commence par analyser le tableau de Velázquez qui s'appelle Les Ménines, et à partir de là, il amène justement sur la question du langage. Bref, j'accroche. Ensuite, je restitue l'énoncé. Je le recite. Il faut toujours restituer l'énoncé tel qu'il vous est proposé. En fait, la fiction, ce qui est admise, c'est que le correcteur n'est pas supposé connaître l'énoncé. Donc, il faut le lui rappeler. Donc, vous rappelez l'énoncé, et à l'occasion de ce rappel de l'énoncé, vous analysez donc le sens de chacun des termes du sujet. C'est ce qu'on appelle effectivement la partie analytique. Si je vous dis, chaque mot compte, chaque mot doit être pesé et sous-pesé. Et une fois que vous avez analysé donc tous les termes du sujet, vous êtes capable de saisir l'implicite. Donc, de problématiser. Et en fait, la problématisation, c'est au fond une synthèse que vous opérez de ce que vous avez analysé. Accroche, analyse de l'énoncé, problématisation, et donc il ne reste plus qu'une dernière étape qui est l'annonce du plan. Ce qui fait que, alors essayez l'annonce du plan, je sais bien que on essaie d'être le plus clair possible. N'oubliez pas quand même qu'il y a une petite dimension de séduction quand même dans la dissertation, que le correcteur il dit beaucoup de choses. Évitez de faire des annonces de plan de gros lourds, quoi. Dans un premier temps, nous montrerons que... alors on se doute bien que tu commences par un premier temps, tu ne vas pas commencer par un deuxième temps. Donc c'est un petit peu pléonasmique et assez médiocre. Et puis, ou alors des formules imagées, genre, dans un premier temps, nous tenterons de démontrer. Vas-y, on est avec toi, tentative, vas-y, on tente. Ou alors, nous nous pencherons sur. Oh, tu as une très grosse tête, tu vas tomber. Tout ça est un peu puéril aussi. Hein. C'est vrai que ça tire un peu vers le bas. Poser la question franchement, au lieu de mettre en scène, de faire du métalangage et de parler sur la parole. On annonce le plan. On peut annoncer le plan avec des questions. On peut annoncer le plan avec une phrase, justement en utilisant nos connecteurs. Oui, le langage, mais... Alors oui, le langage traduit la pensée, mais il arrive qu'en la traduisant, elle la trahisse. Traduttore, traditore, donc il faut se défier. Oui, mais donc là j'ai fait mon plan en 30 secondes concernant justement le sujet qui est tombé hier dans les centres étrangers. Voilà, l'intro ça pose pas de problème. Après il y a la conclusion. Et la conclusion, l'expérience m'a montré que beaucoup d'étudiants perdaient des points. Enfin, c'est pas qu'ils perdent des points, il n'y a pas un barème sur la conclusion, mais en tout cas ils n'en gagnent pas. Et la conclusion, souvent, elle est assez médiocre. Elle est souvent bâclée. Parfois, quand on regarde une copie, on s'aperçoit que la conclusion, elle est tremblée, si vous voulez. La calligraphie commence à bouger, comme si, effectivement, ça avait été écrit à la fin, juste à la fin de l'épreuve, dans les 5 dernières minutes. Donc, l'appariteur se rapproche et on va presque arracher la copie. Enfin, c'est terrible, parce que c'est bâclé. Comme c'est bâclé, c'est fait n'importe comment, ça sert à rien. Bref... Voilà, on a des conclusions qui sont un peu comme la queue du lézard, on la tire, elle reste dans la main, elle ne sert plus à grand-chose. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une conclusion? Et c'est important de se poser la question, parce que la conclusion, c'est la dernière impression que vous allez laisser à celui qui va vous lire. Oui, c'est vraiment fondamental, ça. La dernière impression que vous allez laisser à celui qui va vous lire. Donc, si vous laissez comme impression l'idée d'un truc qui est vite fait, mal fait, une sorte de résumé pourri de ce qui précède avec 2-3 fautes, bon, ça va pas le faire, quoi. Ça va être une dernière impression assez désastreuse. Même tout ce qui précède est très bien, très intéressant. Là, on va se dire, bon, c'est un peu désinvolte, la fin est pas terrible, et on va hésiter à pousser la note vers le haut. Donc, il faut que la conclusion, vous l'ayez réfléchi bien avant de la rédiger, évidemment. Il ne faut pas la faire au dernier moment, il faut l'écrire en général juste après avoir fait le plan et rédiger l'introduction. Vous savez donc très bien ce que vous avez démontré. Comme ça, votre conclusion, elle est préparée à l'avance, vous n'avez qu'à la recopier et ça donnera quelque chose que vous avez maîtrisé. Alors, qu'est-ce qu'on attend d'une conclusion? Beaucoup moins de choses que dans une introduction. Introduction, je disais qu'il y avait 4 éléments de conclusion. En fait, il n'y en a pas tant que ça, même des meilleure conclusion, il y a même un seul élément. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on entend dire sur la conclusion. Par exemple, souvent, les étudiants pensent qu'une conclusion, on résume ce qu'on a dit avant. Après, le problème, c'est que si conclure, c'était résumer, on appellerait ça résumé, non pas conclusion. Donc, conclure, c'est pas résumer. Et souvent, les conclusions se réduisent à
d'abord un résumé de ce qui a été dit, donc histoire de bien rappeler à l'examinateur que, voilà, donc il est abruti, hein, il n'a pas compris ce que vous vouliez dire. Vous avez annoncé le plan, vous avez déroulé l'argumentation, donc à la fin, vous lui remettez une dernière couche, hein, au cas où tu n'aurais pas compris, je te le redis. Voilà, bon, ça sert pas à grand-chose en fait. Alors si ça vous sécurise, rappelez d'une phrase les étapes de votre raisonnement, mais vous pouvez pas en rester là. La conclusion, ça ne peut pas être un résumé. Alors comme ça ne peut pas être un résumé, ben, il y a quelqu'un un jour qui a eu la grande idée de dire, bah, c'est pas un résumé, ça va être une ouverture, hein, on ouvre par une question. Je résume et j'ouvre par une question. Alors, ça pose un problème parce que ouvrir par une question, et vous savez comment aussi pourquoi les gens qui ont des très mauvaises notes au jour du bac, parce qu'ils finissent par une question, sauf que on va se parler franchement, la question, ou bien, la question que vous posez à la fin, ou bien elle se pose, ou bien elle ne se pose pas, on est d'accord. Si c'est une fausse question, une question qui va généraliser un problème particulier, et si les hommes s'aimaient, et si... bon, ok. Ça n'a pas grand intérêt. Donc, ou la question ne se pose pas, et à ce moment-là, j'ai envie de te dire, bah, pourquoi tu la poses, ou bien elle se pose, et à ce moment-là, il faut la poser dans un contexte qui va vous permettre d'apporter une réponse. Mais poser une question à laquelle on ne va pas répondre, et vous n'allez pas répondre, parce que c'est la dernière phrase de la copie, bah, c'est quand même très bizarre. Alors, si la question est vraiment essentielle, vous posez une question essentielle juste à la fin, sans donner de réponse. C'est catastrophique parce que vous signifiez à votre lecteur que votre plan est mal fait. Et parfois, c'est même tellement catastrophique qu'il se trouve que la question qui est posée, et ça m'est arrivé plusieurs fois de le constater, la question qui est posée en conclusion se trouve avec la problématique. C'est-à-dire le gars, il a mis absolument toute la copie pour trouver la problématique, il la trouve à la fin, c'est la question, et on voit. Ça ne peut pas aller, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, si ça vous plaît de poser des questions à la fin, s'il vous plaît d'élargir, mais vous savez, les sujets qu'on vous pose sont quand même déjà très vastes. Hein. Le langage, des formes utiles, la pensée, c'est super large. Hein. Si vous voulez élargir ça, bonne chance. Hein. C'est pas trop, en général, c'est grotesque, hein, les résultats. Donc voilà, c'est quoi une conclusion ? Et c'est vrai que c'est pas évident. Hein. Encore une fois, c'est des questions qui se posent vraiment. Alors, il faut revenir à d'autres usages du mot conclusion. Hein. Quand on dit conclure, c'est ouvrir. Ben, ça me gêne parce que conclure, c'est un mot latin qui veut dire fermer. Donc, si vous voulez, c'est un peu ennuyeux de fermer en ouvrant, ouvrir, en fermant. Enfin, je ne sais pas. On va être un petit peu trivial, enfin pas sinon trivial, du moins familier, mais vous allez très vite comprendre ce que je veux dire. Je n'hésite pas à l'expliquer, à le rappeler avec facétie à mes étudiants. J'ose espérer que vous avez tous déjà conclu dans votre vie. Donc si vous avez conclu, vous savez très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire aboutir. C'est un aboutissement. Quand vous avez conclu, ça veut dire que vous avez résumé la soirée. Ça veut dire qu'effectivement, vous êtes parvenu donc à la réalisation de votre désir, de votre, de votre libido, ce que vous voulez. Donc, conclure, c'est aboutir. Et dans la conclusion, il y a quelque chose qui relève de l'aboutissement festif. C'est pas un aboutissement triste, c'est pas un aboutissement dépressif. Autre exemple un peu plus sérieux et un peu plus académique, hein, les conclusions d'un avocat. Les avocats rédigent des conclusions lorsqu'ils plaident. Eh bien, les conclusions de l'avocat, ce ne sont absolument pas les résumés de tout ce qui a été dit avant, c'est l'aboutissement de leur raisonnement juridique. Et rédiger des conclusions, c'est tirer les conséquences de ce qu'on a voulu montrer. Donc, vous avez compris, dans la conclusion, vous devez avoir la réponse à la question qui est posée en énoncé. Le langage déforme-t-il la pensée ? Ben, je veux la réponse dans la conclusion. Et cette réponse, elle va être en fait l'aboutissement du raisonnement que vous avez produit. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas donner la réponse à la fin de la troisième partie. Il faut donner la réponse que dans la conclusion et nourrir cette réponse avec éventuellement des exemples, avec des références, des illustrations, voilà, étoffer un petit peu ça. Mais la conclusion, c'est le point d'aboutissement de la démonstration du raisonnement. Lire, problématiser, construire un plan, rédiger une intro, rédiger une conclusion, ben, il ne reste plus grand-chose, il reste la question des paragraphes, parce que, évidemment, ensuite, il faut passer à l'acte, hein. Il faut rédiger, et ces paragraphes, ben, vous allez devoir les improviser.
vous avez bien compris que je pense que personne ne fait plus ça, mais on n'écrit pas d'abord sa copie au brouillon qu'on va recopier ensuite au propre, comme on dit. Donc c'est vrai qu'il y a une part importante d'improvisation, hein, ce qui est celle qui consiste à donc rédiger le paragraphe presque en direct, hein, sur la copie. Et pour le faire de manière efficace, il faut toujours avoir présent à l'esprit quelque chose de simple, qui est que, bon, j'ai dit tout à l'heure que vos paragraphes doivent être connectés logiquement avec ceux qui précèdent, donc toujours débuter un paragraphe par mais, donc, par conséquent, néanmoins, toutefois, cependant, voilà, par un connecteur logique. Mais aussi se dire qu'un paragraphe, c'est une petite dissertation, en fait, c'est une mini-dissertation. C'est-à-dire qu'il doit être construit, ce paragraphe. Parfois, on lit des copies, on a l'impression que l'auteur de la copie, il change de paragraphe parce qu'il est fatigué, quoi. Donc, bon, ça suffit, on passe à autre chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une première phrase qui énonce de quoi le paragraphe va traiter, qu'ensuite il y a évidemment la démonstration, l'illustration qui est réalisée, et une dernière phrase qui vient tirer les conclusions de ce qui a été donc démontré. Donc, se dire que à chaque fois que vous avez un paragraphe, vous avez une mini-disserte à rédiger et que votre paragraphe doit être construit. Voilà. Donc, si vous construisez vos paragraphes, s'il y a des connecteurs logiques, s'il n'y a pas trop de fautes d'orthographe, s'il y a quelques références, et sans excès, hein, tout se passera très bien. Il reste un ultime point à voir, c'est la question, hein, on est dans le déroulé de la copie, hein, donc on a lu le texte, on problématise, on construit le plan, on rédige l'intro et la conclusion à l'avance, et ensuite on passe à l'exécution, on rédige les paragraphes, et puis il reste la question de la relecture, la lecture. Et ça, c'est un vrai sujet, ça. C'est un vrai sujet, c'est souvent négligé. Et là, encore une fois, c'est une sorte de condensé de conseils que j'ai l'habitude de donner dans les salons, dans les tuteurs, etc. C'est vrai que, sur le net, c'est vrai que donc la question de la lecture, on la néglige. On se dit, bon, la lecture, c'est le temps qui reste, hein, je mets de côté 10 minutes pour relire. Pourquoi 10 minutes 5 minutes, pourquoi 5 minutes? Pourquoi pas un quart d'heure? Pourquoi pas une demi-heure? Enfin, donc voilà, et on sait bien qu'il faut relire, parce que ne pas relire, c'est quand même prendre des risques. C'est important de contrôler ce qu'on a fait. D'abord, relire, peut-être pour débusquer des fautes de français, débusquer des fautes d'orthographe. N'oubliez pas, c'est quand même aussi un exercice de langue écrite. Et le français écrit n'est pas exactement le même que le français oral. Voilà, donc il y a cette dimension-là qui est très importante. Maintenant, on va pas se mentir, vous et moi, on sait très bien que pendant 4 heures, quand on a rédigé, on a envie de tout sauf de se relire. Et c'est vrai que c'est pas très confortable de le faire ainsi. Les gens qui recommandent à leurs étudiants, moi je ne le fais jamais, je dis jamais aux étudiants, à la fin vous vous relisez, parce que je sais très bien que c'est pas possible. Et s'ils le font parce qu'ils sont polis, ils vont le faire mal. Ça veut dire que vous en avez marre, ça vous saoule, donc vous allez relire à toute vitesse, vous n'allez pas forcément avoir la vigilance intellectuelle pour bien débusquer les fautes de français et d'orthographe, donc finalement c'est quelque chose de formel pour se donner bonne conscience, et puis ça ne sert pas à grand chose. Et puis surtout, le vrai problème, c'est que si vous repérez quelque chose qui n'est pas simplement de l'ordre de la faute d'orthographe qu'on peut corriger, ça c'est sûr, si vous repérez par exemple une faute logique, si vous repérez un moment un peu bancal dans votre raisonnement, de toute façon c'est la fin, vous ne pouvez rien faire. Vous n'allez pas rayer, voilà. Donc si vous voulez relire à la fin, c'est pour ça qu'on le fait avec répugnance, qu'on ne le fait jamais, relire à la fin, c'est quand même se mettre en situation peut-être de découvrir qu'au fond, on n'a pas écrit quelque chose de si brillant que ça et que c'est plutôt déprimant. Et puis là, encore une fois, on veut s'en débarrasser. Enfin, et c'est vrai pour vous, je pense, c'est vrai pour les étudiants, c'est vrai pour les gens qui écrivent. Pour moi, quand j'écris un article ou quand j'écris un livre, je ne me relis pas à la fin. Et pourtant, je me suis relu. Alors, comment est-ce qu'on fait pour se relire si ce n'est pas à la fin? Il faut se relire. Mais je vous dis, à mon avis, pas se relire à la fin, ce n'est pas très productif. Alors, il y a une solution, il n'y en a pas deux, hein, de toute façon, là, pour le coup, il y a une solution, hein, sinon on ne se relit pas du tout. C'est comme traverser la rue en fermant les yeux, en disant, bon, avec un peu de chance, je ne prendrai pas un bus dans la poitrine, mais voilà. Donc, il y a une seule solution. Ça consiste à se relire au fur et à mesure que l'on écrit. Et une fois qu'on s'est relu, de checker et de ne plus revenir sur ce qu'on a dit. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que j'écris un paragraphe. Une fois que j'ai rédigé mon paragraphe, je me pose quelques secondes et je le relis.
Et je le relis pour débusquer les fautes, pour débusquer les impropriétés, pour débusquer peut-être aussi les problèmes de logique. Et là, c'est intéressant parce que, si vous voulez, il y a 3 avantages à procéder comme ça. Et donc voilà, je lis mon paragraphe, c'est bon, c'est OK, je passe au suivant, je lis, c'est bon, c'est OK. Et c'est comme ça que je vais construire ma copie un peu comme ça, comme on monte un peu un mur avec des briques ou des Legos. Voilà. Alors, ça présente plusieurs avantages. Premier avantage qui est très important, c'est que donc on est frais, on est vigilant, on n'est pas lassé, et on va pouvoir donc corriger tout de suite. Deuxième avantage, c'est qu'on lit donc le paragraphe qu'on vient de rédiger avant de rédiger le suivant. Donc par conséquent, le suivant, on va le rédiger en ayant parfaitement en tête le paragraphe qu'on vient de relire, ce qui permettra effectivement de conserver à l'argumentation cette logique, cette discursivité qui est essentielle à toute démonstration par écrit. Donc ça, c'est le deuxième avantage important. Premier avantage, bon, on est frais et dispo, on peut évidemment être plus vigilant. Deuxième avantage, on maintient donc la cohérence des paragraphes parce qu'on les maintient bien présents à son esprit. Et puis le troisième avantage qui est encore plus intéressant, à mon avis, c'est que si vous apercevez en relisant le paragraphe que vous venez d'écrire qu'il y a un truc qui ne va pas, vous pouvez corriger. Vous pouvez rayer, bon, c'est pas très joli, mais vous pouvez rayer, puis rien n'empêche, rien n'a été écrit après. Et si ça vous gêne, vous pouvez, dans le paragraphe d'après, infléchir ce qui vous semble discutable dans le paragraphe que vous pouvez écrire. Ce que je veux dire là, c'est qu'en lisant au fur et à mesure, vous vous donnez les moyens d'avoir une lecture qui peut vous permettre d'améliorer ce que vous avez fait. Et non pas simplement constater si c'est bien, pas bien, sans avoir la possibilité de réagir. Donc je pense que la lecture au fur et à mesure, la lecture donc, qui prend la copie dans le rythme de son élaboration, c'est la lecture, je crois, la plus productive et la plus efficace. Donc c'est la meilleure façon de se relire. Voilà quelques conseils pratiques. Je pense que pour beaucoup, vous les connaissiez, j'espère. En tout cas, c'est une révision. Et puis, si il y a peut-être 2-3 idées qui vous permettent de débloquer une situation un peu tendue au moment de l'exécution, eh bien, je serais ravi. Ça aurait été effectivement le but de cette petite web-conférence. Je vous souhaite une très bonne soirée et j'espère que le 14, tout se passera pour le mieux. Au revoir.